Bienvenue, notre rendez-vous santé aujourd'hui s'intéresse dans un premier temps aux conséquences des terribles attentats qui se sont déroulés en début d'année 2015. De nombreuses personnes ont été directement, voire indirectement, par contamination, par contagion, par procuration, par solidarité, traumatisées, choquées, touchées par ces événements. Et avec Martine Irakan, qui est spécialiste en psychotraumatologie, nous allons nous intéresser à une thérapie mal connue et pourtant reconnue qui permet de soulager les stress post-traumatiques. Puis, dans un deuxième temps, nous allons tordre le cou à une idée reçue, bien ancrée en France. 54% des femmes, mais surtout, et c'est plus inquiétant, 69% des gynécologues et 84% des médecins généralistes pensent encore aujourd'hui que le stérilet est réservé aux femmes qui ont déjà eu des enfants. Et heureusement, une journaliste santé à Prima, Diane Mottez, a eu la bonne idée de faire un papier qui tord le cou à cette idée reçue. Mais avant de commencer, tout de suite, le Zap Santé. Qu'est-ce que vous faites comme profession? Martine Irakan, bienvenue, merci d'être là. Bonjour. Alors, vous êtes psychologue, Oui. vous êtes spécialisée donc dans les traumatismes post-événements, j'allais dire en fait plusieurs événements. Hein. Ça peut aller du braquage à l'accident. Aujourd'hui, on va bien sûr s'intéresser aux attentats. Vous faites partie d'une équipe, donc ce qu'on appelle les cellules, les CUMP, cellules d'urgence médico-psychologique des Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Et vous êtes formatrice Europe pour l'EMDR. Alors l'EMDR, c'est cette thérapie dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire quoi EMDR? Alors, c'est un sigle qui signifie, en anglais, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, et si on le dit en français, donc c'est retraitement et désensibilisation par le mouvement oculaire. Et c'est une thérapie qui est indiquée pour le traitement des psychotraumatismes. Alors oui, mais on parle de stress post-traumatique, mais concrètement, les symptômes, j'imagine qu'ils sont variés, mais ça peut aller de quoi à quoi? Alors tout à fait. En général, les signes les plus fréquents du psychotraumatisme, c'est avant tout l'envahissement du psychisme par des images qui sont des images liées à l'événement violent que la personne a pu vivre. Donc des images, des cauchemars, mais aussi des émotions très récurrentes, très répétitives, parfois des pensées négatives sur soi, je suis foutu, je ne vais pas m'en sortir. Toutes ces pensées-là qui sont récurrentes et qui prennent littéralement en otage le patient. Et qui s'imposent à vous. Qui s'imposent et le patient n'a aucun contrôle, il se sent tout à fait impuissant. Et voilà, une partie de lui sait que le présent est là dans la sécurité, que le temps a passé, mais une partie de lui est bloquée dans le passé. Et donc, comment fonctionne l'EMDR? Alors, l'EMDR va être une approche thérapeutique qui va proposer au patient, dans le cadre d'une relation extrêmement empathique, bienveillante, sécurisante, de revenir à l'événement et notamment aux moments les plus troublants de l'événement. Et le thérapeute va proposer à son patient de suivre le mouvement de stimulation bilatérale en lui demandant de suivre avec ses yeux. Donc le thérapeute va susciter des mouvements oculaires de droite et de gauche. Moi, je veux bien, mais c'est pas parce que je fais comme ça, alors je ne sais pas si je le fais bien. Donc le thérapeute est là,
Oui, je suis tout à fait. c'est son mouvement, mais c'est pas ce qui va tout à coup Tout à fait. m'apaiser et faire ça. Donc, Expliquez-nous scientifiquement, s'il y a une explication scientifique, comment ça marche. Et je crois qu'on a un petit schéma du cerveau. Et Tout vous à allez nous fait. expliquer exactement Donc, comment ça fonctionne. la thérapie EMDR, effectivement, est d'abord un protocole extrêmement structuré avec plusieurs étapes, etc. Mais le mouvement oculaire va être une façon de booster les processus associatifs qui vont favoriser la digestion de ces éléments qui sont restés bruts et qui sont restés bloqués. En fait, tout se passe comme si on reproduisait en thérapie un mouvement naturel qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, nous bougeons les yeux. Et c'est ce qui permet de digérer des informations qui ont été bloquées. Et donc le MDR reprendrait en thérapie ce processus-là. Bon, je vais peut-être être je vais faire un raccourci, mais en gros, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on a subi un traumatisme, toutes ces émotions, tous ces souvenirs, toutes ces images sont logées, sont allées se bloquer dans ce qu'on appelle le cerveau limbique? Tout à fait. Et ensuite, vous, avec votre thérapie, ce ne sont pas seulement les mouvements des yeux, hein, c'est aussi, on reparle du traumatisme, plus les mouvements oculaires qui vont faire passer finalement ces événements du cerveau droit au cerveau gauche, vont faire remonter, vont corticaliser, et on aura toujours les souvenirs puisqu'on ne peut pas les effacer, mais en revanche, on va être plus apaisé, ils seront moins émotionnels, c'est ça? Tout à fait. En fait, le court-circuit qui a été provoqué, un court-circuit neuro-émotionnel provoqué par la brutalité de l'événement, va être rétabli comme si le courant pouvait repasser et comme si les reconnexions pouvaient se faire entre une partie effectivement sous-corticale, qui est le système limbique, et la partie corticale, qui est la partie cognitive, et notamment la partie du cortex frontal. D'accord. Là, on vient de parler évidemment de ces traumatismes très importants, mais est-ce que le MDR peut aussi s'appliquer à d'autres traumatismes? Tout à fait. Nous parlons souvent dans notre jargon de petit T. Il n'y a pas de petits traumatismes, mais en tout cas des événements extrêmement toxiques, polluants, comme des expériences d'échec, des expériences de frustration, d'humiliation. Quand ces expériences se répètent, peuvent conduire à des troubles anxieux, à une perte d'estime de soi, à des tendances à répéter des échecs. Et donc le MDR est tout à fait approprié. Et nous invitons dans ces cas-là nos patients à revenir sur ces événements, souvent nichés dans l'enfance, l'adolescence ou même dans l'âge adulte. Alors, il y a beaucoup de thérapies, il y en a qui sont plus ou moins longues. Là, ça peut se passer en combien de temps? On va dire le plus rapidement, le nombre de séances, c'est combien à peu près, au minimum? S'il s'agit de traiter les conséquences d'un traumatisme unique, on va dire de 2 à 3 séances, lorsque les traumatismes sont cumulés, grand T et petit t, dirons-nous, à ce moment-là, il faut envisager un nombre plus important de séances. Alors moi, il y a une chose qui me fait toujours peur dans ce genre de thérapie nouvelle, psychothérapie, etc., c'est le thérapeute. Parce qu'il y a quand même beaucoup pardonnez-moi l'expression, mais de pipothérapeutes aussi. Comment savoir si on va chez le bon, si la personne est bien formée, si elle ne va pas faire de bêtises, si elle ne va pas faire remonter de mauvais souvenirs, au contraire, de faire ressurgir des traumatismes? Effectivement, on pourrait mettre en danger. Vous avez raison d'être inquiète parce qu'on peut mettre en danger le patient si le thérapeute n'est pas correctement formé. Et une des garanties de qualité, c'est de se référer au site emdr-france.org où l'ensemble des thérapeutes qui sont référés sur cette liste par département peuvent être consultés sur un annuaire des praticiens en toute sérénité et sécurité, je dirais. Merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille ce petit livre que vous voyez. Et je crois que vous en avez un autre aussi à conseiller. Oui, alors je ne l'ai pas, il n'est pas là disponible matériellement, mais je peux conseiller la lecture du livre de Christophe Marx qui s'appelle tout simplement le MDR. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci à vous, Brigitte. Maintenant, nous passons à un tout autre sujet. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, je le disais en introduction, grâce à vous, nous allons enfin tordre le cou à une idée reçue bien ancrée en France. Nous allons parler du stérilet, plus exactement du dispositif intra-utérin, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Tout d'abord, je me permets un petit rappel anatomique. Voici la coupe d'une femme, donc bien coupée en deux. Vous voyez le pelvis. Et là, donc la vulve, là, le vagin, et là, l'utérus. On le voit bien. Donc, le dispositif intra-utérin, anciennement appelé stérilet, va être déposé
dans la cavité utérine, à l'intérieur de l'utérus. Donc le médecin, gynécologue, médecin généraliste, voire sage-femme maintenant depuis quelques années, va aller déposer le stérilet, je vais vous montrer ensuite ce qu'est un stérilet, à l'intérieur de l'utérus en passant par le col. Voilà pour cette petite explication anatomique. Ensuite, je voulais juste vous montrer aussi ce qu'est un stérilet. Là, j'en ai deux. Donc le médecin va positionner la longueur qu'il veut en fonction évidemment de la corpulence de la jeune femme, éventuellement d'une échographie qu'il aura pratiquée au préalable. Et ensuite, va aller insérer, va passer par le col et il va aller insérer ce stérilet. Et je voulais juste vous montrer pour un petit peu dédramatiser cette peur du stérilet. C'est tout petit un stérilet, c'est rien du tout. C'est comme ça. Voilà. Une fois qu'il va avoir pénétré l'utérus, il va s'ouvrir comme un parapluie et il va rester là. Et en fait, il va agir comme un corps étranger dans votre utérus. Et c'est ce corps étranger qui va provoquer une réaction de l'endomètre, la paroi interne de l'utérus, et qui va réagir et faire que vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Et c'est très efficace, mais on va en reparler avec vous. C'était juste un petit peu pour vous montrer ce qu'était un stérilet. Donc alors Diane, vous êtes journaliste santé à Prima, vous avez écrit un papier donc, dans le Prima de février 1995 sur le stérilet chez la femme de moins de 30 ans. En fait, c'est surtout le stérilet enfin autorisé, et pas enfin d'ailleurs depuis 2004, non, je crois. C'est déjà, la Haute Autorité de Santé le recommande déjà depuis, comme vous le dites, une dizaine d'années, y compris chez les femmes qui sont nullipares. Donc, c'est pas qu'elles sont nulles, c'est juste qu'elles n'ont pas encore eu d'enfants. Donc, les femmes jeunes, on peut effectivement tout à fait poser un dispositif intra-utérin chez les femmes jeunes. Et alors pourquoi ces chiffres? Pourquoi 69% des gynécos? Pourquoi 84% des généralistes pensent qu'on ne peut pas le faire? Alors c'est vrai qu'il y a encore une méconnaissance du corps médical. Il y a eu aussi beaucoup d'idées reçues autour du stérilet. C'est vrai qu'on ne veut plus l'appeler stérilet parce que ça évoquait le risque de stérilité, notamment chez les jeunes femmes en raison du risque d'infection. Il y avait aussi des idées reçues autour des douleurs pendant la pause. Tout ça n'a plus lieu d'être. Donc, je le disais, la Haute Autorité de Santé, ça fait plus de 10 ans qu'elle le recommande chez toutes les femmes. Et puis, on dispose aujourd'hui, les professionnels de santé disposent aujourd'hui de dispositifs intra-utérins de deux tailles. Donc, de taille normale et de taille plus petite, et donc adaptés à la morphologie de ces femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Donc, quand vous dites de taille, c'est vraiment, c'est-à-dire en gros, chez les jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfant, on met un petit stérilet. Exactement. Et chez les autres, on en met un plus gros. D'ailleurs, j'ai apporté un plus gros aussi. Exactement. Donc, il y avait donc on parle du standard. Donc, c'est celui qui existait. Il est guère plus gros. Il est un petit peu plus gros. D'accord. Oui, après, c'est minime. Mais donc, que l'on soit bien clair aujourd'hui, on peut poser un stérilet chez toutes les femmes, qu'elles aient eu ou non des enfants. Il suffira d'en mettre un de petite taille. Exactement. Après, c'est une question de confort. Il existe deux types de dispositifs intra-utérins, ou au cuivre ou hormonal. Donc ça, c'est à la femme de voir avec son gynécologue, notamment selon l'abondance de ses règles et les douleurs, si on va plutôt s'orienter vers un dispositif ou cuivre ou hormonal. Mais dans les deux cas, il existe les deux tailles. Donc, dans tous les cas, un DU peut être posé chez tous. Quels sont les avantages de celui, justement, de celui qui est imprégné d'hormones? Alors, l'avantage de celui qui est imprégné d'hormones, il va surtout concerner les jeunes femmes qui ont déjà des règles abondantes ou douloureuses, donc un syndrome prémenstruel. Donc, l'avantage, parce qu'en fait, le problème du DU au cuivre, c'est qu'il va avoir tendance à accentuer ces saignements. Donc, pour ces jeunes femmes, des règles plus abondantes, des douleurs avec celui au cuivre. C'est pas possible de l'utiliser. Donc, du coup, on va utiliser alors le dispositif intra-utérin hormonal qui, du coup, là, en plus, va avoir un effet thérapeutique parce qu'il va diminuer les saignements. Donc, quelque part, il va pouvoir être plus confortable pour ces jeunes filles-là. Un dernier mot sur ce qui est le plus important, peut-être, l'efficacité du dispositif intra-utérin. Alors, l'efficacité, elle est de 99%. Mais j'ai envie de dire, il y a d'autres contraceptifs qui ont cette efficacité-là. Le problème, c'est l'observance. On le sait aujourd'hui, il y a à peu près 20 fois plus de risques d'échec de contraception avec
une pilule, un patch. Quand on l'oublie, ou pas un quand on la anneau. prend. Bah oui, ou un anneau vaginal. On n'a pas ce problème-là. Et évidemment, avec le stérilet, une fois qu'il est posé, on est tranquille, entre guillemets, pour 3 ou 5 ans. 3 ans avec le petit et 5 ans avec... Ça dure longtemps, ce n'est pas très cher. Exactement. Si vous voulez plus d'informations, je crois qu'on peut conseiller sans aucun problème le site Choisir sa contraception. Oui, c'est le site de l'INPES, choisirsacontraception.fr, qui est très bien fait. Il répond à toutes les questions. Il y a des vidéos explicatives de tous les moyens de contraception. Merci, et j'espère que l'information va circuler. On peut mettre un stérilet chez une jeune femme qui n'a pas eu d'enfant. Merci à tous, merci à vous deux. Merci beaucoup Martine, merci beaucoup Brigitte. Yann. Merci à tous.